travaillais au Mexique dans une entreprise appelée Masa, qui fabrique de la farine de maïs, l'un des produits les plus consommés dans ce pays. Dans l'usine où je travaillais, j'avais une amie qui était agent de sécurité. Pendant que j'étais en production, nous ne parlions pas beaucoup, mais nous sommes vite devenus amis et nous bavardions un peu dès que nous le pouvions. Un jour, mon ami ne s'est pas présenté au travail. Puis un autre jour est passé, puis encore 2 autres, sans aucun signe d'elle. Lors de mon jour de congé, j'ai décidé de vérifier Facebook. Je suis mère célibataire et je ne peux utiliser mon téléphone que le soir ou pendant mes jours de repos. Donc j'étais là en train de naviguer quand je suis tombé sur une vidéo où apparaissait mon amie. Elle avait l'air complètement angoissée, horrifiée, comme si elle était sur le point de faire une crise cardiaque. Dans la vidéo, mon amie affirmait que quelques instants auparavant, elle avait vu une remorque garée, remplie de palettes et de palettes de restes d'enfants empilés, comme des morceaux de viande. Elle ne cessait de le répéter en pleurant, criant, complètement en état de choc, incapable de croire ou de comprendre ce qu'elle venait de voir. Dès que j'ai vu la vidéo, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, mais elle n'a pas répondu. En fait, sa dernière connexion date de 24 heures après la publication de la vidéo. Encore une fois, je suis mère célibataire et je n'ai pas beaucoup de temps pour utiliser mon téléphone. Donc je ne me suis pas inquiété de lui envoyer des messages les premiers jours de son absence au travail. Pour autant que je sache, elle était peut-être en vacances. Mon amie avait un fils de 9 ans et une fille de 12 ans. Elle était mère célibataire, comme moi. Inquiète, j'ai appelé une de mes sœurs pour lui demander de garder mes enfants pendant que j'allais rendre visite à mon amie chez elle. Je ne l'ai pas trouvée. En fait, il n'y avait personne. J'ai interrogé les voisins et ils m'ont dit que mon amie et ses 2 enfants étaient partis dans une camionnette blanche, l'un de ces véhicules utilisés pour le transport de personnel. Elle est arrivée une nuit et les 3 sont montés à bord et sont partis. Tout cela était très étrange. 2 jours plus tard, un sans-abri a trouvé une valise dans un quartier de la ville, où l'on jette souvent beaucoup d'ordures. En l'ouvrant, ils ont trouvé des morceaux d'une femme. C'était mon ami. Quand j'ai appris cela, je n'y croyais pas. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai donc recherché à nouveau la vidéo et lu tous les commentaires. Beaucoup de gens avaient commenté dès le premier jour où la vidéo avait été publiée. Des choses comme « pauvre femme, maintenant ils vont la prendre et la faire disparaître. Elle aurait dû rentrer chez elle. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle ne va pas s'en sortir. » Mais le commentaire qui m'a glacé le sang disait quelque chose comme « J'espère qu'elle n'a pas d'enfants parce que, par curiosité, ils leur feront la même chose qu'à ceux-là. » Ce commentaire a reçu environ 200 réponses et je les ai toutes lues. Ce que les gens disaient dans ces réponses, c'est que ce que mon ami avait vu était probablement l'une des unités de transport au service des personnes qui opèrent sur le dark web. Selon les gens, chaque jour, des camions comme celui-là traversaient les principales villes du pays pour récupérer les corps de ceux qui avaient été vendus aux enchères sur le dark web. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de similaire. Mais selon ce que je pouvais lire dans les commentaires, des personnes avec un certain statut économique louaient des enfants sur Internet pour leur propre divertissement. Ils étaient traités comme des morceaux de viande sans valeur. Personne ne s'en occupait car, selon les gens, beaucoup d'entre eux étaient vendus par leurs propres parents aux trafiquants sur ce même dark web. Quand j'ai fini de lire plus de 2000 commentaires et réponses, je les ai triés pour afficher les plus récents, et il y avait déjà des gens qui commentaient que la femme dans la vidéo, c'est-à-dire mon ami, avait été retrouvée dans la valise. Bien sûr, tout comme beaucoup de personnes croyaient à ce que mon ami avait dit, beaucoup d'autres disaient qu'elle disait cela sûrement parce qu'elle était sous l'effet de drogue, ce qui évidemment était faux. Elle n'avait aucun vice, elle ne fumait même pas. Et puis, si ce qu'elle disait dans la vidéo n'était pas vrai, pourquoi lui serait-il arrivé cela? Ce qui est arrivé à mon ami, comme on pouvait s'y attendre, n'a été couvert par aucune nouvelle. Ce qui me semble étrange, car ici au Mexique, il y a un grand mouvement féministe. Chaque fois qu'une femme est assassinée, c'est une nouvelle.
car historiquement, il y a eu un grand problème. Ici, avec les hommes qui tuent des femmes. C'est pourquoi cela m'a paru un peu trop suspect qu'aucun média n'ait couvert l'histoire. Je veux dire, certains ont montré la vidéo, mais personne n'a rien dit sur la mort de mon amie. Bien sûr que je crois que si mon amie dit qu'elle a vu une remorque remplie de restes d'enfants, si elle l'a dit, je la crois. Tout comme beaucoup d'autres. Mais il y a encore quelque chose de plus. Même si on n'a jamais su qui avait fait ça à mon ami, au moins on a su ce qui lui était arrivé. Son corps a été retrouvé. Mais de son fils et de sa fille, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Et ce qui m'a terrifié, comme je l'ai lu dans l'un des commentaires sous la vidéo, c'est l'idée que les mêmes personnes qui ont fait cela à mon ami pourraient avoir pris ses enfants. Et qui sait dans quel but. J'ai autrefois fait partie d'une organisation douteuse qui opérait sur le dark web. Et même si je ressens une immense culpabilité pour ma contribution, cela ne m'absout pas. Pour replacer cela dans son contexte, il y a 5 ans, j'étais une personne ordinaire avec un travail normal. Je travaillais dans un hôpital public comme infirmière. Dans mon pays, il y avait un médecin là-bas, et personne ne comprenait pourquoi il travaillait là. Je veux dire, ce type était une figure éminente. Il avait donné des conférences dans plusieurs pays. Il avait un curriculum vitae impressionnant et avant de venir travailler dans cet hôpital, il avait exercé dans l'hôpital privé le plus prestigieux du pays. Et soudain, il avait quitté cet emploi extrêmement bien rémunéré pour travailler dans cet hôpital public qui n'était même pas le meilleur hôpital de l'État, bien qu'il fût le plus grand. Ce qui rendait tout cela vraiment étrange. Bien sûr, aucun de nous n'a remis cela en question à l'époque. Quant à moi, j'avais désespérément besoin d'argent. Donc, chaque fois que quelqu'un voulait s'absenter ou ne voulait pas faire son service, j'étais toujours la première à proposer de le remplacer contre un peu d'argent. Tout le monde à l'hôpital savait que tant qu'il y avait de l'argent en jeu, j'étais prête à faire n'importe quoi. Un jour, ce médecin m'a appelé. Il ne m'avait jamais adressé la parole auparavant. Alors c'était étrange qu'il veuille me voir. Il m'a invité à déjeuner et nous sommes allés dans un restaurant où il n'y avait que nous et les employés. Aucun autre client. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Mais j'ai eu l'impression que le docteur connaissait tous les employés du restaurant. Pendant une demi-heure, il m'a posé des questions sur moi et ma famille, en s'intéressant particulièrement à savoir si j'avais des dettes ou des dépenses. Il m'a aussi demandé combien d'argent je devrais gagner par mois pour ne plus m'inquiéter de rien. Des questions bien étranges, venant d'un parfait inconnu. Je ne me souviens plus du chiffre exact que je lui ai donné, mais je me souviens parfaitement de ce qu'il a dit ensuite, une phrase qui allait tout changer. « Qu'est-ce que tu serais prête à faire si je te payais le triple de ce montant ?» Il l'a dit d'un ton un peu inquiétant. Mais s'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est qu'il ne faut jamais laisser passer une opportunité, car elle pourrait ne jamais se représenter. Alors je lui ai dit que je ferais presque n'importe quoi. Il a dit, « Écoute, j'ai des arrangements avec 2 médecins et plusieurs infirmières. J'avais aussi quelqu'un à la morgue. Mais il a été transféré dans un autre hôpital. Je sais que tu ne travailles pas à la morgue, mais je sais que tu t'entends bien avec le personnel là-bas, et que tu peux circuler sans attirer l'attention. » C'est alors que j'ai compris que les choses prenaient une tournure sombre. Mais j'ai continué à écouter. Il a expliqué, ces 2 médecins ne travaillent qu'avec les infirmières qui sont dans la confidence. Quand l'un des médecins assiste un accouchement et que le bébé naît mort-né, l'une des infirmières va en informer l'autre médecin, pendant qu'une autre transporte le bébé à la morgue. Ensuite, l'autre médecin assiste un autre accouchement, accompagné d'infirmières de confiance, et ensemble, ils réussissent à convaincre la mère que son bébé est né sans vie, et celui-ci aussi est envoyé à la morgue. « C'est là que tu interviens », a-t-il dit. À ce moment-là, j'ai avalé ma salive avec difficulté. Ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est de dupliquer les dossiers. C'est-à-dire que le bébé mort-né doit avoir 2 dossiers, un pour la mère, dont le bébé est effectivement né sans vie, et un pour la mère A, qui en a fait croire que son bébé est né ainsi. Ce que je venais d'entendre était si tordu que je n'arrivais pas à le traiter mentalement. Mon cerveau a automatiquement formé une question que j'ai posée au médecin, mais il l'a ignorée.
Les infirmières coordonnent les deux familles. Ainsi, on montre le même cadavre aux deux familles sans qu'elles ne se doutent de rien. Ce qui se passe après que le corps est remis ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est que, dès que les deux familles ont vu le bébé, tu dois prendre celui qui est né vivant et le transporter à l'arrière de la morgue, où la même camionnette noire aux vitres teintées t'attendra toujours. Ils ouvriront le coffre, tu y placeras le bébé. Tu te retourneras et tu retourneras à l'hôpital pour faire ce qu'il faudra. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose d'aussi illégal de toute ma vie. J'ai regardé le docteur et je me suis excusé. Mais chacun devait veiller sur soi-même. Je lui ai dit que j'avais besoin de savoir exactement dans quoi je m'embarquais avant d'accepter. J'ai dit que j'avais déjà un pied dedans. Tant qu'il payait le montant qu'il avait mentionné, cela me convenait, mais je voulais connaître tous les risques. Le docteur m'a regardé intensément, très sérieusement, et il a dit « Eh bien, quand j'étais dans l'autre hôpital, pendant un mois calme, je gagnais 3 000 $. Si j'ai quitté ce poste pour venir dans cet hôpital de seconde zone, c'est parce que cette affaire rapporte énormément d'argent. Je les vends sur le marché noir en ligne. Je ne sais pas à quoi ils servent, et pour être honnête, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'importe, c'est que pour chaque bébé que je livre, j'ai assez pour payer les médecins, les infirmières, et toi si tu participes. Et il me reste encore plus de 4 000 $. Je dois admettre que j'ai eu peur. J'étais consciente que je ne pouvais déjà plus dire non. Mais il me restait une dernière question à poser, et je soupçonnais déjà la réponse. Qu'est-il arrivé à la personne qui s'est rétractée, et pourquoi n'est-elle plus à l'hôpital? Il m'a regardé et a dit « Exactement. Une fois que tu es dedans, la seule façon d'en sortir, c'est par la mort. C'est trop lucratif pour laisser des fins ouvertes. » Me sentant plus nerveuse que jamais de toute ma vie, j'ai pris la dernière gorgée de mon soda et je lui ai dit que j'étais partante. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Je ne travaillais pas directement sur le dark web, mais le docteur, lui, oui, et moi, je travaillais pour lui. Donc par extension, j'étais impliqué. La première fois que j'ai dû le faire, j'ai eu envie de pleurer. Mais après avoir remis le bébé à la fin de mon service, le docteur m'a discrètement donné 300 $, ce qui a fait disparaître la culpabilité. Je déteste le dire, et je suis désolé si j'offense quelqu'un, mais avec le temps, je me suis habitué à ce travail. Cette histoire de bébé ne se produisait pas tous les jours. Mais il y a eu un mois où j'ai gagné 50 000 $. Parfois, on me demandait simplement de remettre des bébés déjà décédés. Et ça rapportait la moitié de ce montant. Tout est parti en enfer il y a un an. Je suis sorti de la morgue pour livrer un bébé qui était décédé. C'était un accouchement normal. La camionnette habituelle était là, mais soudain, on a entendu des coups de feu. La camionnette est partie à toute vitesse, et de nulle part. Je me suis retrouvé encerclé et poussé à l'intérieur d'une voiture blanche. On m'a bâillonné et frappé pendant 3 heures, jusqu'à ce qu'on s'arrête devant une maison. On m'a sorti de la voiture, emmené dans la maison, attaché à une chaise, et ils m'ont fait des choses que je préfère ne pas répéter ni revivre. Après qu'ils eurent terminé, ils m'ont laissé seul pendant 2 jours, sans nourriture ni eau. Puis une personne s'est présentée comme un agent de la police cybernétique de mon pays et m'a dit que j'avais 2 options. La première, coopérer. La deuxième, me laisser partir. Évidemment, le docteur saurait que j'avais été arrêté par eux et quelqu'un serait envoyé pour m'éliminer. Eh bien, je suis encore en vie. La police de mon pays a encore une utilité pour moi, mais je crains que, lorsque ma valeur prendra fin, ma vie aussi. Cela s'est produit il y a quelques années, quand j'étais encore assez jeune et qu'Internet n'en était qu'à ses débuts. J'avais commencé à utiliser le dark web pour obtenir mes drogues. J'étais devenu assez accro au cannabis au lycée et j'ai commencé à expérimenter quand j'étais à l'université. Mes fournisseurs n'étaient pas toujours fiables et leurs prix peu négociables. Alors je me suis tourné vers Internet pour trouver des gens qui correspondaient à mon budget. Et je les ai trouvés. Nous avions des arrangements intéressants, comme envoyer les produits par courrier et les cacher dans de petits colis, des choses comme des bibles. C'était très particulier, mais un jour, le vendeur habituel, avec qui j'avais traité durant les 3 derniers mois, m'a dit qu'il allait être dans la région
et qu'il pourrait faire une grosse livraison si j'étais intéressé. Cela a tout de suite attiré mon attention, car j'avais augmenté ma consommation assez fréquemment au cours des derniers mois. Il m'a dit que je devrais le rencontrer dans un endroit spécifique et apporter la somme importante que coûterait cette grosse livraison. J'étais ravi, j'obtenais vraiment une bonne affaire. Ce qui m'aurait normalement coûté environ 11 000 $ de drogue, j'allais l'avoir pour 500 $. C'est une très bonne affaire. Je lui ai dit que ce serait parfait. Il a proposé de venir chez moi, mais j'ai refusé. J'ai dit que ce serait mieux de nous retrouver quelque part à proximité, et il a proposé un parc proche, situé à environ 3 pâtés de maison de chez moi. Nous avons convenu de nous rencontrer à 2 heures du matin, car il n'y aurait personne à cette heure-là, et, sous le couvert des arbres, personne ne verrait rien. Nous pourrions ensuite partir, chacun de notre côté, et notre affaire serait conclue, jusqu'à la prochaine livraison par courrier. Le jour du rendez-vous est arrivé, et j'ai commencé à regretter de lui avoir proposé de faire l'échange ce jour-là. C'est seulement à ce moment que je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien de ce type. Nous n'avions échangé que brièvement via Internet, et la plupart de la conversation portait uniquement sur ce que j'allais recevoir et ce qu'il voulait. Je n'avais donc aucune idée de qui était ce gars, s'il était bien un homme, ni à quoi il ressemblait, alors que lui, en revanche, avait beaucoup d'informations sur moi, ce que je consommais, où j'habitais, ainsi que d'autres détails. Vous comprenez donc pourquoi je ne me sentais pas très à l'aise à cette idée. Mais j'ai essayé de me convaincre que tout irait bien, qu'il était juste dans le coin, qu'il voulait faire une grosse livraison, ce qui lui éviterait les risques d'envoyer les colis, et à moi, les risques d'en recevoir, surtout si quelqu'un découvrait ce qu'il y avait à l'intérieur. La nuit est tombée. Je suis allé au distributeur automatique, j'ai retiré 500 $. Je les ai mis dans mon portefeuille et je suis retourné à mon appartement. Mon anxiété montait de plus en plus. Je devenais vraiment nerveux. C'est à ce moment-là que j'aurais vraiment voulu avoir une protection quelconque. Mais je n'avais pas d'arme à feu et je ne pensais pas pouvoir en obtenir une. Légalement à cette heure-là, de toute façon. Il fallait simplement que je tienne bon. J'avais un petit couteau de poche, cela dit, que j'ai glissé dans mon pantalon, prêt à l'utiliser en cas de problème. Mais je me répétais sans cesse que rien n'allait arriver, que j'étais en train d'exagérer et que tout se passerait bien. Il devait être environ 1h30 du matin quand j'ai décidé d'y aller, histoire de fumer quelques cigarettes en attendant. Il m'avait donné une idée approximative de l'endroit où nous retrouver, près d'un lampadaire. À côté d'un arbre, il devait y avoir suffisamment de lumière pour faire l'échange et conclure rapidement notre affaire. Je m'y suis rendu et j'ai commencé à fumer en chemin, tout en réfléchissant à ma décision. Une fois arrivé, je me suis assis sur un banc sous un lampadaire. Il était encore tôt, alors j'écoutais de la musique sur mon iPod, en attendant simplement le bon moment pour faire l'échange et rentrer chez moi. Mes 2 heures sont arrivées et passées. Il n'était toujours pas là. 2h10, 2h15, toujours rien. Je suis quelqu'un de très ponctuel, et même si j'essayais de lui trouver des excuses, je devenais de plus en plus méfiant. C'est alors que vers 2h25, j'ai vu un homme s'approcher au loin. Il était seul et marchait rapidement dans le parc. Je me suis dit, c'est lui. Ça doit être lui. Il portait une capuche et marchait vite. Le comportement typique de quelqu'un qui ne veut pas se faire remarquer. Je fumais ma cigarette tranquillement, assis sur le banc en attendant son arrivée. Mais il est passé tout droit. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis, il m'a fait signe depuis l'arbre, me disant de venir vite. Je me suis approché et il a ouvert sa veste à capuche pour me remettre un sac. Mes yeux se sont agrandis. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Je sors alors mon portefeuille et je lui remets l'argent. Il commence à compter les billets frénétiquement, puis il se met en colère. Ce n'est que 500 $, mec. On avait dit 1 000 $, mon pote. De quoi tu parles? Tu avais dit que c'était une offre spéciale. Non, mec, le prix est correct. Donne l'argent ou casse-toi. Je l'ai regardé, stupéfait. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse obtenir le reste de cet argent de sitôt et que s'il le souhaitait, il pouvait me vendre la moitié.
C'est alors qu'il est devenu agressif. « Je ne peux pas croire que tu aies fait perdre mon temps. »« Mon frère, a-t-il dit. » Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le clic d'une arme. Ce n'était pas lui. Quelqu'un était arrivé derrière moi et me pressait maintenant le canon d'un pistolet contre le dos. « Pourquoi tu n'as pas apporté tout l'argent, frère ?» a dit une voix bien plus grave derrière moi. J'ai failli me faire dessus en entendant quelqu'un d'autre s'approcher depuis une autre direction, cette fois lentement. « Tu aurais dû apporter tout l'argent, mon pote, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il a dit avant que je perde connaissance. Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard, avec une douleur lancinante à la tête. Évidemment, c'était une embuscade. Le vendeur voulait me voler. Il n'avait jamais eu l'intention de me donner quoi que ce soit. Le sac était en réalité à mes pieds. Il s'est avéré qu'il n'y avait rien dedans, seulement du paracétamol. Quelle surprise! Je suis rentré chez moi en me sentant comme un parfait idiot. Je venais de me faire voler, et il n'y avait rien que je pouvais faire. Je venais de perdre 500 $, et je me sentais vraiment mal avec moi-même, comme l'imbécile que j'étais. La première chose que j'ai voulu faire, c'était dénoncer ce type, mais il n'y avait personne à qui je pouvais le dénoncer, puisque mon activité n'était pas exactement légale. Quand je suis retourné sur le forum où j'avais acheté les produits, le vendeur n'était plus listé. Cela montre bien qu'il avait probablement créé un nouveau compte avec un nom différent, et je ne l'aurais jamais su. Il faut simplement faire attention à ce qu'on trouve sur le dark web. J'imagine que les choses ont probablement beaucoup changé au cours des 14 ou 15 dernières années, mais on ne sait jamais. Et surtout, ne rencontrez jamais en personne des gens que vous avez connus en ligne. On ne connaît jamais leurs véritables intentions. Depuis le début des années 2010, le dark web a gagné en popularité, et notre conscience s'est élargie sur les actes sombres et horribles que les gens peuvent y commettre. Des vidéos dépravées où l'on pouvait assister au pire de l'humanité, en son et en images. Parmi tant de sujets horribles qu'on pouvait y trouver, il y en avait un qui attirait inévitablement l'attention de nombreuses personnes. Des forums entiers où des gens avaient une passion pour goûter à la même chair dont ils étaient faits, même si ce n'était pas nécessairement la leur. On y trouvait aussi des méthodes de cuisson et des conseils pour les accompagner. Je parle bien sûr de cannibales. Mais la vraie question est, d'où provenait leur viande? Les rumeurs disaient que beaucoup l'obtenaient de personnes qui avaient accepté volontairement, à condition qu'un certain paiement soit laissé à leur famille. Il y avait aussi des vidéos, une ou deux, notamment dans lesquelles on mentionnait que des personnes avec ce genre de goût cherchaient des volontaires par courriel. Et il semblait qu'il y avait plusieurs personnes. Sur différents sites internet, il y avait la fantaisie d'être mangé. Chaque esprit est un monde en soi, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de ces individus. Quoi qu'il en soit, on pourrait penser que ce genre de choses n'arrive que dans des pays reculés, où de telles pratiques peuvent se dérouler sans trop de problèmes juridiques. Mais en réalité, c'est bien plus proche de chez nous que beaucoup ne le croient. Maintenant, bien que le Mexique ne soit pas un pays du premier monde, ce n'est pas non plus Cuba ni un pays d'Europe de l'Est. Et puisque le Mexique est plus grand que toute l'Union européenne réunie, il est logique qu'il existe des villes où des activités très illégales peuvent avoir lieu. Ce que je m'apprête à vous raconter ne s'est pas passé dans un village rural. Cela s'est passé à Nuevo Laredo, une ville à la frontière des États-Unis. Voyez-vous, dans cette ville, des gens étaient payés pour distribuer des tracts qui disaient ceci: « Tu as des fantasmes cannibales. Tu es déprimé et tu veux disparaître. Si tu es une femme et que tu veux faire don de ton corps à un club de cannibales, nous pouvons le cuisiner. Nous recherchons de la chair féminine pour un restaurant. Volontaires uniquement âgés de plus de 18 ans. » Sur l'image elle-même, on pouvait voir le logo du prétendu restaurant, ainsi qu'un numéro de téléphone. Cela a commencé à circuler sur Internet, et certaines personnes ont réellement commenté en disant avoir été abordées par des individus qui faisaient référence à ce tract précis. L'un de ces commentaires disait ceci: « Une jeune femme se rendait au travail. Lorsqu'un homme l'a abordée en lui disant qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent, elle lui a répondu qu'elle avait déjà un emploi et n'avait pas besoin de plus. En entendant cela, il lui a dit que ce n'était pas un travail.
mais une invitation à participer à un restaurant de viande humaine, où elle serait servie comme l'un des plats, et que sa famille recevrait une bonne somme d'argent à la fin. Quand elle a dit qu'elle n'était pas intéressée, il lui a donné un petit tract, et ce fut la fin de l'interaction. Évidemment, ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens ont été approchés et ont reçu la même proposition, faire don de leur corps pour être mangés, afin que leur famille soit dédommagée en conséquence. Et voici le plus troublant. Une des personnes avec qui j'ai grandi m'a dit qu'elle avait, en réalité, été impliquée dans cette affaire, même si ce n'était pas de façon directe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait partie des personnes qui distribuaient ces tracts, et il devait poser ces questions à un grand nombre de femmes. C'étaient toujours des femmes jeunes, que ces gens ciblaient spécifiquement. Chaque fois qu'il distribuait ces tracts, il recevait des regards étranges, et beaucoup de gens lui disaient que c'était répugnant. Il a même dû fuir la police à plusieurs reprises à cause de la nature très illégale de ce qu'il proposait. Un matin, alors qu'on lui remettait les tracts, il a demandé à l'homme qui les lui donnait « À quoi exactement sert cette viande ?» Et si tout cela n'était pas une mauvaise blague. Pendant que les autres distributeurs de tracts s'éloignaient, l'homme l'a appelé et lui a dit que cela allait rapporter beaucoup d'argent à certaines personnes haut placées dans les affaires et que la majeure partie de la marchandise était envoyée aux États-Unis. Il faut noter que nous étions proches de la frontière et qu'ils la traversaient très facilement pour faire leur business et vendre la marchandise sur le réseau. C'était la version de mon ami. Mais ce que je vais vous raconter maintenant est probablement encore plus horrible. Une chose que mon ami et moi n'avons jamais su, c'est ce qu'il se passait en cas de problème d'offre et de demande. S'ils ne pouvaient pas respecter leur quota de viande, ces questions ne me sont jamais vraiment venues à l'esprit. Je veux dire, pourquoi le ferait-elle? Jusqu'à ce que les disparitions commencent. Au début, ce n'était qu'une ou deux. Et je ne vais pas mentir. Ce n'était pas si rare que des gens disparaissent, du moins, pas ici. La plupart des gens pensaient que la fille en question s'était simplement enfuie, qu'elle avait rencontré un petit ami et qu'ils étaient partis ensemble. Je ne serai pas la première fois, et je suis certain que ce ne sera pas la dernière. C'est ce qu'on se dit tous pour se rassurer. Et parfois, on y croit. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune trace de cette fille. Personne ne savait où elle était allée. Elle avait même laissé son téléphone portable chez elle. Aucun objet personnel, aucun vêtement n'avait disparu. C'était donc très étrange. Les parents, comme vous pouvez l'imaginer, étaient très inquiets et hors d'eux. Mais ici, tout ne fait pas la une. Tout n'arrive pas aux infos. Et une pauvre fille disparue d'un foyer à faible revenu, dans un quartier défavorisé, d'une famille modeste. Ça ne fait pas toujours la une des journaux. Il y a eu un peu de bruit ici et là, mais après un moment, les gens se sont lassés et sont passés à la tragédie suivante, comme ils le font si souvent. Mais ensuite, c'est arrivé de nouveau, puis encore. Et beaucoup d'entre nous avons commencé à nous poser des questions, surtout ceux qui avaient pris ces tracts au sérieux, comme mon ami et moi. Et on s'est demandé si cela pouvait être lié. Puis, c'est devenu un peu plus personnel. Je ne venais pas d'une famille particulièrement aisée. Je vivais dans une zone très défavorisée, dans un foyer très humble, pour ainsi dire. Mais le quartier où je vivais n'était pas très grand. C'était un de ces endroits où tu connais la plupart des gens. Tu ne connais pas forcément leur nom, mais tu reconnais leur visage. Mais ce n'était pas le cas avec Angela. Je l'avais vue, j'avais parlé avec elle. Nous étions même allés à la même école, bien que dans une année différente. Mais les quelques fois où je l'avais vue et où j'avais échangé avec, elle semblait vraiment gentille. Elle était certainement dans mon esprit quand on nous a annoncé qu'elle avait disparu. C'était exactement comme pour les autres personnes. Une fille d'environ 18 à 20 ans disparue sans laisser de traces. Toutes ses affaires étaient encore chez elle. Son sac était encore à la maison. Elle s'était simplement volatilisée. C'était très perturbant pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup de gens dans le quartier disaient qu'il ne fallait pas laisser sortir nos jeunes filles la nuit, de peur qu'elles ne soient enlevées. C'est à ce moment-là que mon ami m'a proposé une théorie. Et si c'étaient les gens derrière les tracts? Peut-être qu'ils ne parvenaient pas à remplir leur quota et prenaient
des personnes dans les quartiers pauvres pour répondre à la demande. Maintenant, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Personne n'a jamais été retrouvé. Personne n'a jamais été jugé. Et pour être honnête, et c'est déprimant, personne n'a jamais su quoi que ce soit. Cela fait 14 ans depuis la dernière fois que j'ai vu Angela, et personne n'a vu ni entendu parler d'elle depuis. Et peu de temps après les disparitions, les gens qui distribuaient les tracts ont disparu eux aussi. Mon ami a perdu son travail, aussi informel qu'il fut, et ceux qui cherchaient des sujets à consommer se sont évanouis dans la nature. C'est ça la partie étrange. Est-ce que tout cela n'était qu'une coïncidence? Une blague élaborée? Je ne le crois pas. Pas là où nous vivions, pas avec le nombre de gens pauvres, prêts à faire presque n'importe quoi pour mettre de la nourriture sur la table. Honnêtement, je crois que Angela, ainsi qu'un tas d'autres jeunes filles de notre quartier, ont été enlevées contre leur gré, massacrées, puis envoyées de l'autre côté de la frontière dans des sacs scellés sous vide, pour être consommées par de véritables malades. Il y a environ 7 ans, j'étudiais l'odontologie dans une université à Mexico. Nous commencions nos toutes premières sessions pratiques à la faculté. Une chose que je dois rendre très claire, car elle est cruciale pour comprendre cette histoire, c'est que j'ai étudié dans l'une des meilleures universités publiques du pays, située dans la capitale. Cela coûte moins d'$1 pour l'ensemble du cursus, couvrant tous les semestres. Cependant, gardez à l'esprit que tout le monde n'a pas accès à cela. Pour entrer ici, il faut faire partie des meilleurs candidats dans son domaine pour cette année-là, afin de pouvoir profiter de ces coûts incroyablement réduits. Quoi qu'il en soit, chaque semestre, nous payions environ 10 centimes. Du moins, c'était le cas lorsque j'étais étudiant. Mais d'un autre côté, je mettais plus de 2 heures chaque jour en transport public pour aller à l'université et en revenir, ce qui avait évidemment un coût, en plus des matériaux nécessaires pour les devoirs. Ce qui est la base de cette histoire. Maintenant, dans un domaine comme l'odontologie, que j'ai étudié, la personne qui obtient le meilleur savoir est celle qui s'en sort le mieux lors des sessions pratiques. Cependant, ceux qui, avant d'arriver à ce stade du cursus, ont l'opportunité de pratiquer avec de vraies dents, peuvent, au moment des stages professionnels, trouver des endroits qui les paieront, car ils ont déjà de l'expérience. Et bien sûr, être payé est la priorité principale pour la plupart des gens. Et c'est là, mes amis, que les choses commencent à se compliquer. Pour apprendre, il faut faire des erreurs et en tirer des leçons, car savoir ce qu'on a mal fait permet de faire mieux ensuite. Et évidemment, on ne peut pas expérimenter sur les dents des gens de manière indiscriminée. Il faut s'entraîner sur des dents données par des morts. Je comprends que peut-être, dans les universités privées ou dans des universités d'autres pays, les étudiants ont accès à de fantastiques dents artificielles, faites de matériaux très proches des dents réelles. Mais la vérité, c'est qu'une université publique au Mexique ne dispose pas de ces installations incroyables. Donc c'est plutôt difficile. Il est également vrai que les étudiants en médecine reçoivent des dons de parties humaines, du gouvernement et d'autres sources. Mais il faut noter que ces fournitures sont limitées et que seules quelques personnes sélectionnées ici ont accès. Le népotisme est souvent un facteur ici. Alors, tous les autres, si nous voulons vraiment apprendre davantage et plus vite, et vous savez, trouver notre voie, ou mettre ici, c'est toujours mettre un pied dans la porte, ou comme on pourrait dire, il faut obtenir des dents humaines par n'importe quel moyen nécessaire, que ce soit en achetant les dents ou en les recevant de jeunes enfants, locaux, etc. Bien que de préférence, les dents d'adultes soient bien meilleures. Je sais que ces dernières années, on a parlé de professeurs qui disaient aux étudiants comment obtenir des matériaux par des sources externes. Honnêtement, dans mon cas, aucun professeur ne m'a rien dit. Il se contentait de dire « Si vous êtes intéressé, trouvez un moyen de vous en procurer par vous-même ». Cependant, j'avais des amis qui étudiaient dans d'autres filières de médecine, dans différentes universités, et qui avaient des professeurs qui leur donnaient des conseils pour acquérir ces matériaux. Alors j'ai appelé un ami et je lui ai dit que j'avais besoin de dents humaines. Maintenant, pour vraiment apprécier le contexte de cette histoire,
je vais devoir vous donner un peu d'informations culturelles. Je doute fort que la majorité d'entre vous qui écoutez cette histoire soyez réellement du Mexique. Et si c'est le cas, vous savez probablement déjà de quoi je parle. Mais le Mexique a un problème en ce moment. Vous voyez, avec un endroit aussi densément peuplé, et beaucoup de ces personnes étant très pauvres, il y a beaucoup de profanation de tombes. Des gens vont dans les cimetières et retirent des restes humains pour les vendre. Même si c'est une pratique horrible, perturber les morts, ces gens sont désespérés et ont besoin d'argent. Avec l'avènement d'Internet, vous pouvez trouver des gens qui vendent ces choses sur le dark web. En réalité, cela est devenu un problème majeur ici, parce que beaucoup de gens commencent à le faire. Il n'y a plus aucun respect pour les morts. Quand on est pauvre et que les dents et les os peuvent être vendus, vous pouvez imaginer le type de personnes qui seraient prêtes à les acheter. Mais bien sûr, acheter cela pour s'entraîner en odontologie n'est pas aussi néfaste que d'autres raisons, bien que cela ne justifie pas forcément l'achat ou l'exhumation d'un cadavre. Pour ce faire, il y a des personnes qui achètent ces choses sur le dark web pour des motifs bien plus sinistres, le principal étant la santeria, qui est un problème au Mexique. Les gens achètent les restes de plusieurs individus pour réaliser des rituels. Et si vous ne me croyez pas, cherchez par vous-même. C'est horrifique. Pour revenir à cette histoire, j'ai appelé un ami et je lui ai dit que j'avais besoin de dents humaines. Il m'a donné le contact d'une personne que, disons, mon ami de confiance m'assurait pouvoir me fournir tout ce que je demanderais. Mais ce ne serait pas bon marché. Cette personne avait été contactée via le dark web, évidemment. Il se trouve que mon ami avait un autre ami qui savait bien naviguer et qui avait réussi à le faire de manière relativement sécurisée, et ainsi ils ont trouvé ce vendeur. Je lui ai mentionné que j'avais entendu dire qu'on pouvait faire des achats via Facebook, et il m'a dit qu'il valait mieux passer par quelqu'un de fiable. Car on ne sait jamais si la police publie ses annonces sur Facebook pour essayer de piéger quelqu'un, ou si ce sont des arnaqueurs. C'est donc pour cela que nous avons utilisé le dark web. En parlant avec le vendeur, je lui ai dit que j'avais besoin de dents. Et je lui ai demandé à quel point je pouvais être précis dans ma commande. Le vendeur m'a dit que cela dépendait vraiment de ce que j'étais prêt à payer. Il pouvait me trouver n'importe quoi. Il a dit que pour le bon prix, il pouvait me procurer le crâne complet de n'importe qui, enterré dans n'importe quel cimetière du pays. Il avait juste besoin que je lui donne un nom et il rassemblerait le matériel. Bon, alors il faut bien comprendre qu'une expédition comme celle-ci aurait été beaucoup trop chère pour moi, selon le prix annoncé. Mais ce qui m'a vraiment inquiété, c'est quand il a dit que si je voulais quelque chose de plus frais, il pouvait obtenir du matériel depuis une morgue, ou pire encore, directement d'un hôpital. Il était très clair que cette personne était impliquée dans quelque chose de très douteux. En fait, je ne voulais pas poser trop de questions, alors j'ai simplement commandé ce dont j'avais besoin pour l'université, quelques dents saines. D'autres avec des conditions spécifiques comme des caries, des molaires cariés, des dents jaunes, même des dents de lait, des dents de sagesse et des implants dentaires, une sorte de catalogue pour ma collection. Après avoir terminé de lister ma commande, le vendeur m'a dit que ce que je demandais était assez facile à obtenir. Surtout parce que, même si j'avais demandé environ 34 pièces dentaires, ce n'était que des dents individuelles, et non un jeu complet de dents, donc ce n'était pas si cher. Oui, plus cher que d'acheter sur Facebook peut-être, mais pas de beaucoup. Et j'ai payé 50$ pour toutes ces pièces. Nous avons convenu d'un lieu pour l'échange, et environ 24 heures après avoir passé la commande, nous nous sommes rencontrés. Cette personne était habillée de la manière la plus ordinaire possible. Rien ne la distinguait. Si quelqu'un me demandait de l'identifier dans une foule, ce serait impossible. Je suppose que quelqu'un qui traite des biens illégaux sur le dark web doit éviter de se faire attraper et doit se fondre complètement dans son environnement. Une fois rentré chez moi avec mes achats, j'ai pris un bocal dans la cuisine et j'y ai mis les dents, sachant que je ne pouvais pas laisser ces choses à la vue, surtout en considérant la nature de la transaction. J'ai donc choisi de les cacher au fond de mon armoire, derrière une pile de vêtements et de livres scolaires,
anciens que je n'utilisais presque jamais. Maintenant, je vais être honnête, acheter des dents de personnes mortes m'a semblé, à ce moment-là, une idée fantastique. J'allais obtenir la formation nécessaire pour progresser réellement dans mes études et, espérons-le, obtenir un emploi mieux rémunéré après l'obtention de mon diplôme, sans avoir à travailler gratuitement pendant un certain temps. Mais malheureusement, la culpabilité a commencé à grandir. Je me suis rendu compte que c'était des dents de vraies personnes, des êtres humains réels qui avaient été enterrés ou, dans certains cas, qui étaient décédés et à qui on avait arraché les dents, et même s'ils n'étaient plus là, je ressentais encore ce pincement, cette sensation inexplicable de remords, d'avoir fait quelque chose de si louche. J'ai parlé à certains de mes collègues, certains m'ont dit que je me comportais comme un lâche absolu, et que je devrais utiliser les dents que j'avais payées, tandis que d'autres m'ont dit que je n'aurais jamais dû recourir au dark web, car il est dangereux par nature et aussi peu éthique, et que ce n'était probablement pas la bonne chose à faire. Cela a fait tourner ma boussole morale dans toutes les directions, et après un moment, j'ai décidé que le mieux serait de rendre les dents à la terre. J'ai donc fait un petit trou dans un parc pendant la nuit, et j'ai enterré les dents relativement profondément. Il faut noter que je ne voulais pas qu'un chien ou quelqu'un déterre toutes ces dents par hasard. Ça me faisait vraiment peur, mais j'avais peu de doute qu'elles soient retrouvées. Ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas pendant plusieurs jours, et quand je lui ai dit la vérité sur ce que j'avais fait, elle m'a dit que c'était la bonne chose à faire, et qu'il existait d'autres moyens d'obtenir des dents, que je n'aurais pas eu besoin de recourir à une méthode aussi obscure, car, comme elle l'a souligné, en les achetant, je perpétuais ce cycle vicieux de gens profanant des tombes et déterrant des choses. Maintenant, peut-être que ce n'est pas l'histoire d'horreur que tu attendais, mais l'anxiété et la peur qu'on ressent lorsqu'on achète sur ce genre de site et qu'on fait des deals avec des gens étranges et mystérieux laissent un effet profond et durable. Ou du moins, ça m'est arrivé à moi. Ma recommandation pour toi, c'est de ne rien acheter sur le dark web. Parce que même si tu obtiens ce que tu veux, ça ne veut pas dire que c'était juste de le faire. Mais bon, chacun sa voie, je suppose. Musique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je mène une vie assez normale mais ennuyeuse. Je rentre à la maison après le travail vers 22h30 tous les soirs. La plupart du temps, quand je rentre, ma femme dort déjà. Le seul moment que je passe avec elle pendant la semaine, c'est le samedi, parce que c'est généralement mon seul jour de repos. Quand je rentrais du travail, je me préparais souvent quelque chose à manger et je regardais la télévision. Si je ne faisais pas ça, j'étais sur mon ordinateur, à jouer à des jeux vidéo ou à naviguer sur le web. Je jouais à un jeu avec mon ami Daniel, une nuit en particulier. Je ne me souviens plus de ce qui nous a amenés à parler de ça. Mais à un moment donné, on a commencé à discuter du dark web. Tu vois, j'avais déjà entendu parler de la deep web, mais je n'en savais pas grand-chose. J'avais entendu beaucoup de choses négatives à son sujet. Daniel a commencé à tout m'expliquer, et je suis devenu vraiment intéressé. Il m'a dit comment y accéder, et que pour entrer dans le dark web, je devais d'abord télécharger quelque chose qui s'appelle le navigateur Tor. Après avoir fini de jouer, j'ai commencé à faire des recherches et à lire plus sur le dark web en ligne. J'ai même regardé sur YouTube comment y accéder. Ma femme s'est réveillée au hasard pour aller aux toilettes, pendant que j'étais encore à l'ordinateur, et m'a demandé si j'allais venir me coucher. Je lui ai dit que j'allais arriver dans 1 minute. J'ai pris ça comme un signe qu'elle voulait que je vienne me coucher avec elle. Alors je me suis déconnecté de l'ordinateur peu après, et j'ai décidé que j'en apprendrais davantage le lendemain. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain, après le travail, je suis rentré chez moi et je me suis plongé directement dans l'ordinateur. Ma femme dormait, donc j'avais tout le temps du monde. La curiosité me dévorait. Finalement, j'ai réussi à entrer sur le dark web. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais juste que je devais être prudent. Et je me suis rappelé ce que Daniel m'avait dit. Ne fais confiance à personne là-bas. Et surtout, ne clique jamais sur des liens suspects. J'ai navigué pendant un bon moment, et je suis tombé sur des sites vraiment fous. Je ne veux pas vous ennuyer avec tous les détails. Je veux juste raconter ce qui s'est passé.
Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent le genre de choses qu'on peut trouver sur le dark web. Bref, j'étais sur un site en particulier où l'on pouvait acheter toutes sortes d'armes illégales, et soudain, j'ai cliqué sur ce que je pensais être la page suivante de la liste, qui allait montrer d'autres armes, mais ce n'était pas ça. Cela m'a conduit à un tout nouveau site web, et un nouvel onglet s'est ouvert sur mon ordinateur. Quelqu'un a commencé à m'envoyer des messages à l'improviste, et dès le début, ils étaient hostiles. Ils ont commencé à dire qu'ils allaient me retrouver et que je devais rester et parler avec eux. Nous avons échangé quelques messages de plus, et je ne supportais pas les bêtises de ce type. Je pensais que ce n'était qu'un gamin idiot sur Internet qui essayait de jouer au dur. Ils m'ont menacé et ont dit qu'ils me tueraient, moi et ma famille, si je ne leur envoyais pas d'argent. Évidemment, cela m'a énervé, et j'ai commencé à leur répondre en disant qu'ils ne voulaient pas avoir de problèmes avec moi, que leurs blagues n'étaient pas drôles. La personne anonyme m'a ensuite envoyé un message avec mon adresse et mon vrai nom. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Ils ont dit que si je me déconnectais et essayais de quitter le chat, ils s'assureraient que ma famille reçoive, je cite, « ce qui lui revient ». Ensuite, ils ont dit qu'ils allaient pirater mon ordinateur et y placer des images répugnantes et perturbantes d'enfants, et que si je ne les écoutais pas, je le regretterais. Ils demandaient 0,000 bitcoin. Bien sûr, je ne voulais pas payer, mais je sentais que je n'avais pas d'autre choix. J'ai tout de même essayé de fermer la dark web et le navigateur Tor complètement, mais cela ne me le permettait pas. Ils avaient piraté mon ordinateur d'une certaine manière. Alors j'ai fait ce qui m'a semblé le plus raisonnable. J'ai débranché et éteint mon ordinateur immédiatement. Ensuite, je l'ai rallumé, et dès que je suis arrivé sur l'écran principal, une multitude de fenêtres pop-up ont commencé à apparaître encore et encore. Peu importait combien de fois j'essayais de les fermer, d'autres apparaissaient. Avant même d'avoir la chance de suivre le rythme pour toutes les fermer, je ne veux même pas parler de ce que j'ai vu. Je vais simplement te laisser imaginer. Ces pop-up contenaient des images très explicites et troublantes. J'ai littéralement commencé à vomir et j'ai eu une crise de panique très sérieuse. Puis j'ai entendu le son d'une nouvelle demande de chat. C'était lui encore. La personne avec qui je parlais plus tôt, il m'a dit que je devais lui envoyer l'argent ou que les choses allaient empirer sérieusement. J'ai sérieusement envisagé de le faire, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Même si je voulais vraiment que cela s'arrête, je ne pouvais tout simplement pas. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Qui peut dire qu'il m'aurait réellement laissé tranquille, c'est... Je lui avais envoyé l'argent, j'ai de nouveau débranché mon ordinateur et je ne l'ai jamais rallumé après cela. Cela s'est passé il y a presque une décennie. Et c'est la chose la plus perturbante et répugnante qui me soit arrivée dans toute ma vie. J'ai signalé la situation à la police, mais les agents n'ont rien pu faire. Ils ont confisqué mon ordinateur et ne me l'ont jamais rendu. Je ne vis plus dans cette même maison. Mais ma famille et moi avons vécu là pendant presque 2 ans après cet événement. Personne n'est jamais venu pour nous faire du mal, du moins à ma connaissance. Il y a eu certaines choses inexplicables qui se sont produites, cependant. Il y a eu plusieurs nuits où ma femme et moi avons entendu quelqu'un frapper à la porte, ou même à la fenêtre de notre chambre, à des heures très tardives. Nous n'avons jamais vu personne. Je ne sais pas si cela avait un lien avec cet homme malade qui me harcelait sur la dark web ou si ce n'était que quelques gamins jouant à des jeux, stupides comme sonner et courir. Jusqu'à ce jour, je n'en ai toujours aucune idée. Mais je ne voulais pas prendre de risques. Cela montre simplement que tu ne sais jamais à qui tu parles sur Internet et qu'il faut être extrêmement prudent, peu importe le niveau de navigation. Surtout sur le dark web. Je veux juste te prévenir que ce que tu t'apprêtes à entendre est extrêmement perturbant et ignoble. Écoute à tes propres risques. La plupart des gens ne me croient pas quand je raconte cette histoire. Mais je peux t'assurer que tout ce que je vais te dire est 100% authentique. C'était mon expérience sur le dark web. L'histoire s'est déroulée il y a au moins 7 ou 8 ans. Je visitais le dark web ou le deep web, ou peu importe comment tu préfères l'appeler, pour la première fois. J'en avais toujours entendu parler, de toutes les choses horribles qui s'y passaient,
Et c'est justement ce qui m'intriguait. C'est mon ami John qui m'a parlé du dark web. Il a éveillé mon intérêt en me racontant toutes les choses folles qu'on pouvait y trouver. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'on pouvait y trouver des tueurs à gages et des personnes capables de pirater presque tout ce que tu voulais, bien sûr en échange d'argent. Ils offraient un service. Et pour ainsi dire, et il m'a dit que tu pouvais littéralement trouver presque tout ce que tu voulais sur le dark web. Je n'avais jamais vu cela de mes propres yeux. Mais John m'avait aussi parlé d'un site qui diffusait uniquement des vidéos de personnes se faisant tuer ou agresser sexuellement. Il y avait des choses bien pires que cela, crois-le ou non. Heureusement, je n'ai pas vu ce genre de contenu, mais je crois que j'ai failli être victime d'un enlèvement et de trafic sexuel. Je naviguais sur un site qui vendait des drogues et des armes illégales, qu'on pouvait acheter avec du bitcoin. Ce site web était dingue. Ils avaient tout type d'armes que tu pouvais imaginer, depuis de petits couteaux jusqu'à un putain de lance-roquettes. Je n'étais pas intéressé par ce genre de choses. Je regardais simplement, parce que ça m'intriguait. Soudainement, mon ordinateur s'est figé. Je ne savais pas quoi penser, à part que ce devait être une simple coïncidence. Je ne pensais pas qu'on avait piraté mon ordinateur ou quelque chose de fou, comme ça. J'ai quand même redémarré mon PC et je suis retourné sur le même site web et j'ai reçu un message ou une notification pop-up sur mon écran me disant de quitter le site, que je n'étais pas le bienvenu. J'ai cru que c'était juste du spam ou un virus quelconque. Alors, j'ai continué à naviguer. Et après environ 30 secondes, un autre message est apparu sur mon écran, sauf que cette fois, c'était mon adresse. Je suis resté figé de peur, je ne sais pas pendant combien de temps, et ma mâchoire est littéralement tombée. J'ai immédiatement éteint mon PC et j'ai commencé à respirer profondément. Après cela, je me suis juré de ne plus jamais retourner sur le dark web. Honnêtement, je ne réalisais pas à quel point c'était dangereux. Une semaine plus tard, alors que je me préparais pour ma journée, je suis sorti vérifier le courrier. Quand je suis arrivé au bout de mon long chemin privé, au bout de la route, pour regarder dans ma boîte aux lettres, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelqu'un qui me regardait au loin. C'était en plein jour et pourtant c'était terrifiant. J'habite sur un chemin de terre et toutes les maisons sont assez éloignées les unes des autres. Je lui ai fait un petit sourire prudent et un salut amical, puis je suis rentré chez moi. Une fois à l'intérieur, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre principale, et l'homme était maintenant au bout de mon chemin d'accès, là où j'étais debout quelques instants plus tôt, me fixant, puis il m'a fait un signe de la main et a continué à marcher. C'était extrêmement inquiétant, et j'étais à présent très nerveux. Ensuite, en triant mon courrier, j'ai découvert que quelqu'un que je ne connaissais pas m'avait envoyé quelque chose. Je l'ai ouvert, et ce que j'ai vu était absolument terrifiant. Il y avait des dizaines de photos de moi, en train de faire différentes choses. Certaines d'entre elles avaient été prises chez moi. La majorité des photos avaient été prises de nuit. Il y avait des photos de moi, en train de cuisiner, assis sur mon canapé dans le salon, et même des photos de moi dans la salle de bain. Zoomé sur mes parties intimes, il y avait des photos de moi en train de conduire, de faire mes courses à l'épicerie, tout. Quelqu'un me traquait. J'ai commencé à paniquer, comme n'importe quelle personne normale le ferait. J'ai parlé avec quelques-uns de mes amis de ce qui se passait, et ils étaient tous d'accord pour dire que je devais appeler la police. Je n'étais pas contre cette idée, mais j'étais dans un état mental tellement étrange, et le temps passait si vite, qu'avant même de m'en rendre compte, il était déjà tard. J'ai appelé mon ami Matthew pour qu'il vienne passer du temps avec moi, parce que je vivais seul à l'époque. Avoir un ami près de moi m'aidait à me sentir un peu mieux face à la situation. Il pensait que j'étais fou de ne pas appeler la police, mais je ne voulais toujours pas le faire. Aussi effrayé que j'étais, je savais que s'il venait, il ne pourrait probablement rien faire. Je voulais vraiment attraper ce type sur le fait. Le lendemain, j'ai installé des caméras de surveillance tout autour de ma maison. Quelques heures plus tard, aux alentours de minuit, mon ami dormait et j'étais à moitié endormi sur le fauteuil inclinable. Quand soudainement j'ai sursauté, un bruit énorme, celui de ma fenêtre du salon en train d'être brisée, nous a mis tous les deux en mode « Ah, fuite ou combat ?»
Instinctivement, nous avons couru vers la fenêtre et regardé dehors, mais il n'y avait personne. À ce moment-là, nous savions que nous devions appeler la police, ce que nous avons fait. Mes pires craintes se sont confirmées quand les policiers sont arrivés et que j'ai vu qu'ils ne pouvaient rien faire. J'ai donné autant de détails que possible sur l'homme qui m'avait effrayé plus tôt, quand je vérifiais le courrier, car chaque piste potentielle pouvait aider. L'homme était parti bien avant que la police n'arrive, bien sûr, et il portait une sorte de combinaison noire ou de déguisement. Donc nous n'avions aucun moyen de savoir à quoi il ressemblait. Après cela, j'ai commencé à dormir partout sauf dans la maison que je louais, jusqu'à ce que je puisse officiellement emménager dans un nouvel appartement. C'est tout ce que je pouvais me permettre à ce moment-là. Je suis vraiment convaincu que sinon, il m'aurait tué. J'ai entendu des tonnes d'histoires d'horreur à propos du dark web et des scénarios de kidnapping complètement fous depuis, et je me suis juré de ne plus jamais remettre les pieds sur le dark web.